prix Wolf, normalement, le prix Wolf de physique, ça mène assez directement. C'est une voie royale pour le prix Nobel. Alors, donc, je crois que tout le monde ici, quand on avait 11-12 ans, on s'est demandé, en fait, question naturelle, est-ce que le monde existe au fond ou est-ce que c'est pas ça, c'est un cinéma que je me fais dans la tête? Et puis alors, il y a cette expression, pour être certain qu'on ne dort pas, on se pince. Hein? Ah ben, ça ne marche pas. Hein? Moi, quand je dors, je me pince et puis je suis sûr d'être réveillé. Okay? Non, mais en fait, je dors. Donc, il n'y a absolument rien qui nous garantit que le monde existe. Et alors là, il y a deux possibilités. Enfin, il y a une possibilité, c'est qu'en fait, tout ce qu'on vit est programmé, manœuvré, contrôlé par quelque chose qui existe hors de soi. La seule chose qu'on sait, c'est la seule chose fondamentale qu'on sache, c'est je pense donc je suis. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Mais sinon, c'est la seule chose vraiment qui, pour moi, me satisfasse. Mais j'aime aller beaucoup plus loin. Et donc, alors je me suis plus dit, ah oui, voilà, le titre est là. Donc, univers simulé, probabilité et conséquences. À toi, j'ai eu le plaisir de t'écouter. Merci, mon cher François. Alors, Norbert m'honorait de son amitié depuis des décennies. Il m'a toujours, je ne l'ai jamais eu moi-même personnellement comme professeur, mais il m'a toujours dit que l'étudiant le plus brillant et prometteur à qui il avait enseigné dans sa carrière, c'était mon frère Robert. Et que malheureusement, c'est Norbert qui dit ça et c'est malheureusement vrai, que sa carrière a été interrompue par un mauvais mariage. Et ça se passait à la même époque, pour ceux qui les connaissent, que Pierre Bouchard, Jean Clabel, c'est la même gang un peu. Donc, quelques années après André Joyal et Gilbert Labelle. Maintenant, sachant que ce même frère Robert, qui est le plus grand pédagogue que j'ai connu dans ma vie, m'a enseigné les mathématiques au niveau universitaire quand j'étais à l'école primaire, je peux dire avec fierté que dans un certain sens, Norbert a été mon grand-père académique. La dernière fois que j'ai vu Norbert sur son lit d'hôpital, il paraissait insensible à ma présence. Aucune de mes paroles ne semblait l'atteindre. J'ai fini par me résoudre à partir, la mort dans l'âme, me doutant bien que je ne le reverrai jamais vivant. Mais sur mon départ, ne sachant plus quoi dire, j'ai lancé un « la revedere ». Et sur ces mots, comme par magie, il s'est animé l'espace d'un bref instant. Il a ouvert les yeux, il m'a souri, il m'a regardé et d'une voix assurée, il m'a répondu « la revedere ». Alors, quand vous ne sachiez pas, ça veut dire « à la revoyure ». Alors, vous comprendrez bien que je suis parti en pleurant. Je ne sais pas comment j'ai pu dire ça sans pleurer. Alors, allons-y pour... Oui? Dans la même veine, je dire avec beaucoup d'émotion. Mon ami Pierre Bouchard m'avait dit la même chose. Oui. On sait que Pierre était athée, bien sûr. Bien sûr. Il m'avait dit, en souriant, il savait qu'on ne se reverrait plus. Il m'avait dit, à la prochaine. Il a dit quoi? À la prochaine. Il a dit ça quand même? Ah oui. Non, écoutez, j'ai aussi été au chevet de Pierre Bouchard dans ces derniers instants, pas les derniers instants, peut-être quelques semaines avant. Et je pense que je peux dire que je suis celui qui lui a enseigné son dernier théorème. Je lui ai expliqué le théorème de Bell. Il m'a posé des questions très intelligentes, comme toujours, sur un domaine qu'il ne connaissait pas vraiment, mais qui était ma spécialité. Et j'ai répondu par le théorème de Bell. Et c'est peut-être la dernière chose qu'il a apprise en mathématiques. Mais c'est pour Norbert, mais Pierre Bouchard était aussi quelqu'un qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. Quelqu'un d'extraordinaire aussi. Et il disait qu'il n'avait pas peur de mourir. C'est assez curieux. Que la principale raison pourquoi il n'avait pas peur de mourir, c'est qu'il ne croyait pas en l'au-delà. Donc, il n'avait pas besoin d'avoir peur de ce qui allait l'attendre plus loin. Alors que d'autres vont dire, mais moi, j'ai peur de mourir parce qu'il n'y aura rien après. Non, lui, c'est le contraire. Bon, anyways, venons à ma conférence. Donc, univers simulé, probabilité et conséquences. Alors, je vais commencer surtout par parler des probabilités. Vous allez dire, c'est quoi la probabilité que nous vivons dans une simulation? Si j'ai un peu de temps à la fin, je vais parler des conséquences, si c'est le cas. Puis, tout mon discours sur Norbert, j'étais supposé le faire sur cette photo-là. Bon, tant pis. On va voir Norbert, la revedere. Alors ça, c'est un travail conjoint avec Alexandre Bibeau de Lille, qui est ici. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis ici. Oui, c'est ça. Qui a fait son doctorat avec moi il y a quelques années, qui est maintenant étudiant en médecine. Comme quoi, l'informatique mène partout. Donc, il va avoir un vrai et un faux doctorat à la fin. Sans savoir lequel est lequel. Pardon? Le vrai, c'est le mien. Enfin, c'est avec moi, je veux dire.
Bon, soyons sérieux. Alors, je vais vous parler d'un article qui est paru dans les Proceedings of the Royal Society. Il n'y a pas très longtemps. Il est paru l'an dernier. Ouais, il y a un an environ. Et je ne peux pas résister à vous montrer une ligne du rapport d'arbitre, d'un rapport d'arbitre. Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi amusant comme rapport d'arbitre. Donc, l'éditeur des Proceedings a reçu des commentaires, bon, et en particulier, voici ce qu'un arbitre dit. Si jamais le papier devait être rejeté, il ne faudrait pas que ce soit parce que c'est trop fou ou trop science-fiction. Bon, ça a été accepté. Tant mieux. Alors, ça, c'est Drake, Francis Drake. Vous avez peut-être entendu parler de l'équation de Drake. L'équation de Drake, qu'on voit ici au tableau, là. L'équation de Drake, son but, c'est de prédire le nombre de civilisations extraterrestres, essentiellement. On ne va pas passer à travers ça, ce n'est pas du tout ma conférence, mais juste pour vous montrer ça, il y a toutes sortes de facteurs, puis il dit que le nombre de civilisations extraterrestres dans la galaxie, il n'est pas allé plus loin, je ne sais pas pourquoi, est donné par un produit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres qui sont tous impossibles à estimer. Bon, certains un peu plus que d'autres maintenant, comme combien il y a de planètes autour des systèmes solaires, combien il y a d'exoplanètes essentiellement. À l'époque où Drake a écrit ça, on n'avait aucune idée. Maintenant, on a une meilleure idée. Donc, certains de ces paramètres, on peut les estimer mieux qu'avant, mais ça reste, en bon anglais, du guesswork, un guesstimate. Et ce que je vais vous présenter, ça va ressembler à ça. Puis on va voir à la fin que malgré le fait que les formules que je vais vous montrer sont plein de paramètres qu'on ne peut pas estimer, que ça n'a pas d'importance, parce que tout va se simplifier à la fin. C'est complètement magique. Sauf 2 paramètres, mais qu'on peut raisonnablement estimer quand même, ou du moins borner. Ça va un peu ressembler à l'équation de Drake, à un certain point. Quand je vous parle de est-ce que nous habitons dans une simulation, la plupart des gens, leur première pensée, c'est pour la matrice, le film The Matrix. Si vous avez vu, The Matrix, ça c'est Morpheus qui offre le choix à Neo de prendre la pilule rouge qui va l'amener dans la réalité ou prendre la pilule bleue qui va le laisser dans la simulation. Et bien sûr, Neo prend la pilule rouge, sinon le film serait déjà fini. Et quand Neo prend la pilule rouge, il se réveille. Il se réveille et il se réveille dans un pod. Il regarde autour de lui. Il y a des pods partout. Voilà. Chaque point rouge, c'est un humain qui est endormi par les machines et qui vit une vie simulée. Donc, dans la matrice, c'est ça. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ce n'est pas ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça qu'il s'agit dans le sens que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas est-ce que nous avons une existence réelle, mais que notre cerveau est contrôlé, notre cerveau qui est réel est contrôlé par, dans le cas de la matrice, une machine, ou ça peut être n'importe quoi, et qu'on a des souvenirs artificiels qui sont mis dans notre cerveau, mais que notre cerveau est quand même réel. Ça, c'est l'histoire de la matrice. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus un roman qui a été écrit bien avant la matrice, en 1964, qui s'appelle Simulacron 3. Et dans Simulacron 3, le niveau où l'histoire se situe, le principal personnage, son travail, c'est de construire un simulateur et que dans le simulateur, il va faire évoluer des êtres humains, essentiellement, dans un but de marketing plus qu'autre chose. Mais bon. Donc le but, le job, le travail du principal personnage de Simulacron, c'est de créer une simulation dans laquelle les personnages se croient réels et vivent une vie complètement, on ne peut pas distinguer de la réalité. On apprend au fil de l'histoire que toute l'histoire au premier niveau se passe elle-même dans une simulation. C'est vraiment très... Oh, j'ai volé le punch, désolé, mais on le comprend assez vite, en fait, dans l'histoire. C'est une histoire qui est vraiment très bien écrite, mais c'est ça qu'on parle. Là, on parle d'êtres simulés, peut-être électroniquement ou pas, mais qui n'ont aucune existence réelle, n'existent que dans une simulation informatique. C'est de ça qu'on parle. Et la question, c'est est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous, en fait, nous vivons dans une simulation qui est programmée par un niveau au-dessus auquel on n'aurait pas accès? Et donc ça, c'est la partie probabilité. La partie conséquence, c'est si oui, est-ce qu'on peut quand même se protéger contre nos dieux?
qui veulent nous espionner peut-être. Après tout, il y avait une raison pour créer la simulation, c'était vraiment pour s'amuser, enfin pour apprendre des choses. Donc, ils veulent nous espionner, c'est normal, c'est pour ça qu'ils nous ont créés. Est-ce qu'on peut se protéger contre eux? Mais avant ça, venons-en à la question, quelle est la probabilité que nous soyons dans une simulation? Donc, là, j'ai parlé de fiction, j'adore la fiction, mais maintenant, on va faire des maths. Mais avant les maths, avant d'arriver aux vraies mathématiques, je vais quand même, parce que c'est pas mal, je pense que c'est vraiment amusant de voir l'opinion de Elon Musk. Bon, alors, Elon Musk, je vais vous le présenter, c'est le patron de Tesla et de SpaceX, mais aussi de plein d'autres compagnies. En fait, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Il est peut-être rendu à 1 trillion, c'est-à-dire 1 million de millions de dollars, peut-être, de fortune personnelle. Mais bon, ça ne veut pas dire parce qu'il est riche que ses idées sont bonnes, mais c'est intéressant de voir, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il pense. Et il y a une conférence en 2016, donc il y a environ 5-6 ans, où il a dit la chose suivante. La probabilité que nous vivions dans la réalité de base, que nous soyons réels, est 1 sur des milliards. Dit autrement, Musk est convaincu que nous vivons dans une simulation. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi il croit ça. Parce que ça va être à la base de ce que je vais vous raconter. Donc, il a fait ça à la Code Conference. Le clip est disponible sur YouTube. Je n'ai pas le temps de vous le jouer, mais c'est vraiment très, très important. Ça dure seulement 3-4 minutes, mais si vous le trouvez, là, allez-y, allez sur YouTube et allez écouter ça. C'est vraiment, ça se tord de rire. Mais toujours est-il que son argument est le suivant. Son argument, c'est qu'il y a 40 ans, le jeu électronique le plus sophistiqué qu'on avait, c'était Pong. 2 palettes de ping-pong qu'on déplace avec une balle qui rebondit. Il y a 40 ans, c'est le mieux qu'on savait faire. Bon, il y a dit ça il y a 6 ans, donc 45 ans. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui sont quasiment indistinguables de la réalité. Ça ne veut pas dire que les personnages dans le jeu sont conscients, mais en ce moment, nous qui utilisons les jeux, nous pouvons nous projeter essentiellement dans un univers simulé qui peut-être pas encore aujourd'hui, mais au fur et à mesure que le temps avance, va devenir de plus en plus indistinguable de la réalité. Et on peut imaginer que pour rendre le jeu encore plus réaliste, on va s'arranger pour que les acteurs dans le jeu se croient réels. Que les acteurs dans le jeu vivent une vie et aient une conscience qui est indistinguable aussi de notre conscience à nous. Donc, c'est ça l'argument de Musk, c'est qu'on a avancé en 40 ans tellement loin que ça va arriver, c'est inévitable, ou presque, vous allez voir ce que « ou presque » veut dire, c'est inévitable qu'on va arriver à un niveau technologique où on peut créer des consciences simulées qui sont indistinguables des vraies consciences. Et j'ai dit, c'est inévitable ou presque, parce qu'ensuite, il termine essentiellement son speech avec, il y a 2 possibilités, ou bien nous allons réussir à créer une simulation indistinguable de la réalité, où la civilisation va cesser d'exister. Dit autrement, la seule façon qu'on n'y arrivera pas, c'est si on s'autodétruit, ce qui, pour l'instant, semble beaucoup plus probable, en fait, malheureusement. Donc, en d'autres termes, Musk, ce qu'il dit, c'est qu'on a le choix, on se comprend, on n'a pas le choix, mais les 2 seuls choix, les seules possibilités sont, on va construire des civilisations indistinguables de la réalité, puis on va en construire tellement, il va y avoir tellement de monde simulé que nous, si on compare le nombre d'humains sur la Terre au nombre de consciences simulées que les humains peuvent créer, il y a beaucoup plus de consciences simulées que de consciences réelles. Et donc, sous un argument qui ne tient pas tellement la route comme quoi nous sommes typiques, s'il y a tellement plus de consciences simulées dans l'univers que de consciences réelles, on est probablement simulés nous aussi. Ça ne tient pas tout à fait la route. Mais bon, on va l'accepter parce que c'est pas ça que je vais attaquer. Ou bien ça, ou bien la seule façon que ça n'arrivera pas, c'est si on s'autodétruit. On a, entre guillemets, le choix entre être simulé ou s'autodétruire. Ce n'est pas un choix très agréable. Plus scientifique maintenant. Ben, Musk, ce n'est pas un scientifique, c'est un entrepreneur, c'est un ingénieur peut-être. Il y a beaucoup de qualités, mais je ne dirais pas que c'est un scientifique. Nick Bostrom, c'est une personne qui a écrit un article scientifique sérieux sur cette question-là, dans lequel il arrive à la conclusion que nous vivons dans une simulation avec une certaine probabilité. Ça, c'est hors contexte. Ce que j'ai entouré, il ne dit pas ça avec certitude, mais que c'est certainement une possibilité. Et l'argument de Bostrom est essentiellement ce que je viens de vous raconter, mais plus mathématique. Ce n'est pas juste des mots. Il met des formules là-dessus.
Alors, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a repris l'argument de Bostrom, on l'a rendu plus formel, plus exact, avec plus de paramètres, si vous voulez. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors, pour y arriver, on a besoin de parler de la puissance de calcul maximum qu'on pourrait obtenir. Qu'est-ce que la physique nous permet comme puissance de calcul ultime? Et Seth Lloyd a écrit un article il y a une vingtaine d'années à ce sujet-là. Estimer, avec les connaissances qu'on a de la physique, du moins, c'est quoi la puissance ultime qu'on pourrait calculer avec un kilogramme de matière. C'est comme E égale mc2, mais là, plutôt que de transformer la masse en énergie, on transforme la masse en puissance de calcul. Donc, il a fait quelque chose qui était assez raisonnable et il a défini le laptop ultime qui ressemble à ça. Alors, le laptop ultime, c'est peut-être écrit un peu petit, mais son laptop ultime, c'est comme un petit morceau du Big Bang qui dit, bon, OK. Pourquoi il dit ça? C'est parce que ça fonctionnerait à 1 milliard de degrés. OK, c'est un petit problème, mais ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est que son laptop ultime arrive à faire à peu près 5 fois 10 puissance 50 opérations logiques par seconde. C'est assez vite, merci. Et il peut faire ça avec dans une masse d'1 kilogramme. Alors, en termes d'après Lloyd, 1 kilogramme de matière peut calculer jusqu'à 5 fois 10 puissance 50 opérations par seconde. Il ne dit pas qu'on peut y arriver. Il dit que c'est la limite, qu'on ne peut pas faire plus vite que ça. Mais il n'y a aucune loi de la physique connue qui nous empêcherait d'approcher cette vitesse-là arbitrairement. Et en passant, ça s'appelle des opérations quantiques. On n'est pas limité à des opérations classiques. Chaque opération pourrait être une opération quantique. Je dis ça parce qu'on peut simuler, on peut faire un ordinateur quantique. Ce n'est pas seulement un laptop classique en train de fondre. On pourrait faire aussi un laptop, en guillemets, quantique, qui, avec 1 kilogramme de matière, pourrait faire 10 puissance 50 opérations quantiques par seconde. Donc, on va définir la densité de calcul de la matière. La densité de calcul de la matière, c'est combien d'opérations par seconde et par kilogramme on peut faire. Donc, 10 puissance 50 opérations par seconde par kilogramme de matière. On va comparer ça au cerveau humain. Le cerveau humain a à peu près 1,5 kg, un peu moins qu'1,5 kg. Et les meilleurs estimés qu'on a nous disent que le cerveau peut faire entre 10 puissance 14 et 10 puissance 16 opérations par seconde. C'est pas mauvais en passant. C'est pas mauvais. Mais comparé à la matière, c'est pas fort. Alors, on va prendre 10 puissance 16 parce que plus j'en mets pour le cerveau, plus que mon argument va être fort. Dans le sens que, bon, vous allez voir. Donc, on va prendre 10 puissance 16 pour le cerveau. Et donc, la densité de calcul du cerveau, en opération par kilo, c'est à peu près 10 puissance 15. 7 fois 10 puissance 15. Bien là, on fait un rapport entre les deux. Puis on voit que le cerveau est à peu près 10 puissance 35 moins efficace qu'il pourrait. Je ne pense pas dire que le cerveau n'est pas bon, mais je dis que la matière a beaucoup plus de puissance, potentiellement. Et c'est là qu'on arrive à un argument comme quoi, avec 1 kilo de matière, on pourrait simuler 10 puissance 35 cerveaux. Enfin, 1,4 kg de matière. On pourrait simuler 3/4 fois 10 puissance 35 cerveaux, ou jusqu'à. Et ça c'est l'idée, c'est l'argument selon lequel, si on s'y mettait vraiment, il y aurait tellement plus de conscience simulée que de vraie conscience. Alors là, c'est là qu'on va, je vais vous inonder de paramètres à la Drake. Donc, Civ, par définition, c'est une civilisation qui a atteint un niveau de civilisation technologique capable de peut-être pas réussir à utiliser toute la puissance de calcul de la matière, mais une portion raisonnable. Une portion raisonnable, ça peut être 1 milliardième, ça peut être 1 milliardième d'un milliardième, qui c'est encore beaucoup, beaucoup. Okay? Donc, on va dire cible, c'est quand une substance, puis là, je ne veux pas être précis. Donc, quand il y aura une proportion raisonnable de la densité de calcul de la matière qu'on est capable d'utiliser, on va être dans une situation au niveau civ. D'une part, puis d'autre part, la densité de la matière, on l'a déjà vu, à peu près 5 fois 10 puissance 50 opérations par kilogramme, par seconde par kilogramme. Très bien. D'autres paramètres maintenant, MU, ça va être, une fois qu'on est rendu à une civilisation au niveau civ, une fois que c'est arrivé, chaque individu, en moyenne, aura à sa disposition l'équivalent de quelle quantité de matière, quelle masse de matière à sa disposition pour calculer. Ce que je veux dire par le mot équivalent en rouge, c'est que si on peut seulement utiliser 1 milliardième de la limite du calcul de la matière, si on peut seulement utiliser 1 milliardième, bien, si on a en fait
1 gramme de matière, c'est seulement aussi bon que si on avait un nanogramme. Puis par équivalent, c'est ce que je veux dire. On va dire que l'individu a 1 nanogramme de matière, il y a vraiment 1 gramme, mais que ça correspond à 1 nanogramme de puissance de calcul. Donc, mu, ça correspond à la quantité de matière que chaque individu de niveau civ peut utiliser pour faire ce qu'il veut avec, pour faire du calcul, mais calcul qu'il voudra bien. Ensuite, on va avoir, bon, donc c'est ça, donc c'est la puissance de calcul disponible aux individus. Donc, la puissance de calcul disponible aux individus de niveau civ, c'est MUs fois des maths. Quand on multiplie les deux, ça donne la puissance de calcul. Très bien. RCAL, c'est le nombre moyen de cerveau qu'un individu peut simuler. Donc, c'est la puissance de calcul dont il dispose, MUs fois des maths, divisé par pi bras, qui est la puissance de calcul d'un cerveau. Donc, quand on fait le rapport, c'est combien de cerveaux est-ce qu'un individu moyen de niveau civ peut simuler? Combien de cerveaux par individu? Bon, par exemple, si c'est seulement 1 nanogramme par personne, on peut encore simuler. Chaque individu qui aurait 1 nanogramme de matière équivalente pourrait simuler 10 puissance 22 cerveaux. Et F-civ, c'est la fraction des individus qui dans l'histoire de la civilisation, quelle est la fraction des individus qui atteignent un niveau civ? Nous n'en faisons pas partie. Si nous ne nous détruisons pas, à un certain moment, il y aura des individus dans la civilisation qui auront atteint le niveau civ. F-civ, c'est la fraction d'entre eux sur tous les individus de l'histoire de l'humanité. Et F-dead, comme vous avez dit qu'il y aurait plein de paramètres, F-dead, c'est la portion de la puissance de calcul qui va être utilisée pour faire des simulations. Et on y arrive presque. Donc, NRE, c'est le nombre d'individus qui habitent dans le vrai monde, dans le base reality, les vraies personnes. Il y en a combien, NRE? Et NSIM, c'est combien d'individus simulés. Puis là, on peut faire le calcul. Pas difficile. Le nombre d'individus simulés, c'est le nombre d'individus qui existent dans la civilisation, dans l'histoire de la civilisation, là, pas seulement qui existent aujourd'hui, mais dans toute l'histoire de la civilisation, multiplié par la proportion d'entre eux qui ont atteint le niveau civ. Donc, NRE fois F-civ, c'est le nombre d'individus qui ont le niveau civ. Ceux-là, ils ont besoin de calculer RCAL. Ceux-là auraient la capacité de simuler RCAL cerveau. Donc, NRE, F-civ, RCAL, c'est le nombre de cerveaux qui pourraient être simulés. Puis on multiplie par F-dead parce qu'ils ne font pas juste faire ça. Donc, ce produit, ces 4 paramètres-là, ça donne le nombre d'individus simulés. Puis ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre les deux, la fraction. La fraction d'individus simulés, c'est le nombre de simulés sur le nombre total, qui est le nombre simulé plus le nombre réel. Bon, ce n'est pas des maths très difficiles. On arrive à cette formule-là. J'ai juste, bon, et je n'insulterai pas en passant à travers. Donc, on arrive à cette formule immédiatement, comme la fraction d'individus simulés. Puis, c'est vraiment Drake all over again, dans le sens que là, j'ai plein de paramètres, on se demande bien ce que c'est. Mais j'ai une formule qui est, en guillemets, exacte, en fonction de paramètres que je ne peux pas estimer de façon raisonnable. Donc, pas mieux que Drake. Mais on va faire quelque chose avec ça. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Je vais les rappeler. On avait cette formule-là. La fraction d'individus simulés est donnée par cette formule-là qu'on a vue juste avant. Et là, regardez ce qui se passe. Si vous prenez revenons à cette formule-ci. Alors, ici, on a des paramètres qu'on ne peut pas vraiment estimer. Ça dépend de toutes sortes de choses. Mais regardez ce qui se passe. Si F-civ fois F-dead, si jamais F-civ fois F-dead est égal à 1 sur RCAL, bien ça ferait 1. Ça ferait 1 plus 1, 2. Donc, si F-civ fois F-dead égale 1 sur RCAL, ça donne 2. Non, RCAL, c'est très gros. Je vous rappelle, c'est dans genre 10 puissance 50. Non, 10 puissance 35. Ah non, c'est très gros. RCAL est très grand. Donc, 1 sur RCAL, c'est très petit. Alors, F-civ fois F-dead égale 1 sur RCAL, ça veut dire que les deux sont petits. Au moins un des deux est très petit. Au moins un des deux est très petit. Donc ceci étant très petit, il faut qu'au moins un des deux soit petit. Qu'est-ce qui se passerait si à la place, j'avais F-civ fois F-dead un peu plus gros, N sur RCAL? Bien là, j'aurais le nombre de simulés, ce serait N sur N plus 1. Vous voyez que plus que F-civ fois F-dead est grand, c'est pas surprenant, mais plus que F-civ fois F-dead est grand, plus que la proportion de simulés est grande, ça approche de 1. Et en particulier, si F-civ fois F-dead était 1 milliard sur RCAL, bien là, on arriverait à la prédiction de Musk, savoir qu'il y aurait une chance sur 1 milliard qu'on soit. La proportion de simulés, la proportion de réels serait 1 sur 1 milliard. Les réels par rapport à la totalité, ce serait 1 sur 1 milliard. Et si nous sommes typiques, la probabilité que nous sommes réels serait 1 in billions.
Et pour arriver à cette conclusion semble inévitable à partir de ce moment-là, que F-civ fois FDED est plus grand qu'un nombre qui est tout petit. Là. 10 puissance 9, c'est pas gros comparé à RCAL. Donc, 10 à la 9 sur RCAL, c'est tout petit. Alors, dès que le produit de ces deux-là est plus grand que ce nombre qui est tout petit, je pense que je l'ai peut-être mis à l'envers, je vais peut-être dire plus petit, quoi qu'il en soit. Mettons égal. Avec égal, on ne prend pas de risque. Si le produit de là est égal à ce tout petit nombre, à ce moment-là, one in a billion. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Plus grand, c'est bon. Pardon? Plus grand, c'est bon. Plus grand, c'est bon. D'accord. Alors, c'est bon. Donc, encore une fois, sachant que 10 puissance 9 sur RCAL est extrêmement petit et que si F-civ sur RDAD était égal à ce petit nombre-là, on serait presque sûrement simulé. Les conséquences de ça. Alors, les conséquences, c'est que F-sim est presque 1, sauf si F-sim FDED est presque 0, tout simplement. Okay? Dès que F-sim FDED est le moindrement pas négligeable comme produit, F-sim devient 0, devient 1. Et donc, ce que je viens d'écrire, c'est équivalent à dire qu'au moins un des deux de F-sim ou FDED est presque 0. La conclusion, c'est que la seule façon d'éviter d'en conclure qu'on est simulé, presque sûrement simulé, c'est-à-dire que F-civ est presque 1, c'est qu'au moins un de F-civ ou FDED est presque 0. Alors, voyons les conséquences de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que F-civ est presque 0, ou FDED est presque 0, ou F-civ est presque 1. Alors, le premier, ça veut dire quoi? F-civ, je vous rappelle, c'est la fraction d'individus qui ont atteint un niveau cible de civilisation. Si ça, c'est presque 0, bien, ça veut dire ce que Musk a dit. La seule explication qu'F-civ soit presque 0, c'est qu'on va dire ça va s'autodétruire. Vous comprenez, je ne parle pas nécessairement que de la Terre ici, je parle des civilisations de l'univers. Donc, nous, on va s'autodétruire, presque toutes les civilisations vont s'autodétruire. Peut-être une de temps en temps qui ne le fera pas, qui va faire qu'F-civ ne sera pas 0. Donc, F-civ est à peu près 0, ça correspond à dire qu'on va s'autodétruire. FDED est presque 0, ça veut dire quoi? FDED est presque 0, ça veut dire que les civilisations. C'est quoi? La fraction de sorte de calcul qui est utilisée pour créer des simulations de conscience. Ça, c'est FDED. Si c'est presque 0, bien, ça n'a pas de conséquence en soi. Mais on pourrait se demander pourquoi, comment ça pourrait être presque 0 quand nous, on est presque rendu là. Nous, on est presque rendu là. Est-ce qu'il y aurait une raison, à part l'autodestruction, qu'on ne le fasse pas? Peut-être que des civilisations qui avancent suffisamment pour se rendre jusque-là développent des tabous. Des tabous contre le fait de créer des simulations. Faire croire à du monde qui sont vrais quand ils ne sont pas vrais, par exemple. Il pourrait y avoir des tabous contre faire ça. On peut imaginer, ou des lois, des tabous des lois contre la création de simulations. Et ça pourrait expliquer qu'FDED est presque 0. Mais même si c'était le cas, même si toutes les civilisations qui atteignent le niveau F-civ ont ce tabou et ces lois, ça n'empêche pas quelques individus très riches et très puissants, comme Lex Luthor dans Superman. Il suffit qu'il y ait un ou quelques individus extrêmement riches et puissants qui, eux, vont utiliser des planètes entières pour faire des simulations. Et qui, à eux seuls, vont faire que F-civ vont faire que FDED sera plus négligeable. Donc, oui, tabou des lois, je veux bien, mais d'empêcher tous les individus malveillants, c'est plus difficile à croire. Donc, il reste seulement que F-sim est presque 1. Et mais F-sim, ce n'est pas vraiment la fraction. F-sim, c'est la fraction des individus qui sont simulés. Ce n'est pas nécessairement la même chose que la probabilité que nous sommes simulés. Ça, c'est un autre débat, en fait, dans lequel je ne veux pas entrer parce que je veux parler plutôt d'un autre aspect de la chose, qui est comme contredire l'argument que je viens de vous donner. Là, je viens de donner un argument comme quoi soit F-civ est presque 0, ou FDED est presque 0, ou F-civ est presque 1. Et un argument comme quoi une de ces trois choses-là doit être vraie. Puis maintenant, ça, c'est l'argument de Bostrom et un peu de Musk aussi. Là, je vais vous montrer pourquoi cet argument-là, il y a une erreur fondamentale. C'est parce que l'argument ne tenait pas compte du besoin de simuler l'environnement. Ce n'est pas seulement de simuler la conscience, simuler le cerveau, si vous voulez. Mais le cerveau simulé doit vivre dans un environnement simulé. Il faut tenir compte du temps de calcul nécessaire pour simuler l'environnement. Maintenant, l'environnement en question, peut-être qu'on n'a pas besoin de simuler trop de choses. On va simuler l'environnement de façon précise près de la personne simulée, puis plus loin, on va faire à peu près. Qui en passant pourrait expliquer le paradoxe de Fermi, si vous connaissez. Je n'en reviendrai pas là-dessus. Mais, donc on pourrait se dire finalement, ou alors on pourrait dire, il y a plein d'individus qu'on va simuler avec le même environnement. Donc, c'est comme pas si grave finalement. C'est l'environnement, oui, mais c'est bon pour beaucoup d'individus. Ça fonctionne bien comme argument. C'est ce que Bostrom a fait. Bostrom avait cet argument-là, en fait. Ça fonctionne bien, sauf pour une chose.
Mais avant ça, on va appeler CEAMV. CEAMV, c'est le prix calculatoire pour simuler l'environnement d'un individu. Dans quelle unité? Dans l'unité de simuler l'individu lui-même. Par exemple, si CEAMV égale 1, ça veut dire que ça coûte exactement aussi cher simuler l'environnement de quelqu'un que ce quelqu'un-là. Si CEAMV égale 2, ça coûte 2 fois plus cher. Et donc, on avait cette formule-là, puis maintenant, il suffit de diviser par 1 plus CEAMV pour corriger la formule. Donc, le nombre de simulés, maintenant, c'est la même formule que tantôt, mais on ne peut pas en simuler. Mais ce qui est au numérateur, ça nous dirait combien je peux en simuler, mais ce n'est pas les individus, c'est les individus plus leur environnement. Donc, il faut diviser par 1 plus CEAMV pour avoir le nombre d'individus. Vous voyez que si CEAMV est très grand, ça ne marchera plus. Ça marchera plus. Si CEAMV est très grand, la conclusion tantôt ne fonctionne pas. Mais il faut que CEAMV soit vraiment très grand. Là. Si CEAMV est dans l'ordre de RCAL, il n'y a plus de problème. Mais comment est-ce qu'on pourrait argumenter que CEAMV est grand? C'est ici que ça devient amusant. Pour argumenter que CEAMV est grand, ce qu'on va faire, on va se poser la question suivante. Est-ce que les êtres simulés, est-ce que les personnages dans les situations simulées peuvent eux-mêmes créer leur propre simulation? Est-ce que c'est récursif, cette affaire-là? Bon, je vous rappelle que dans le cas du roman Simulacron 3, c'était très récursif. On n'a pas inventé l'idée de faire des simulations récursives. Mais on va se poser la question, est-ce que les situations simulées peuvent partir de leur propre simulation? Puis on va voir que quelle que soit la réponse, on n'est probablement pas simulé. Alors, en termes, ça va ressembler à ça. On peut avoir évidemment, c'est récursif. On a un nombre de simulations arbitrairement grand. Ça ne peut pas être infini, parce qu'à un moment donné, il manque de puissance de calcul au niveau de base, mais il n'y a pas de limite a priori sur le nombre de niveaux de simulation. Alors, c'est vraiment amusant. Voyons les deux possibilités, oui ou non. Et évidemment, ce n'est pas vrai que c'est oui ou non. Ça peut être peut-être, ça peut être... bon, mais on simplifie. Oui, c'est quoi la conclusion si oui ou sinon? Alors, si oui, d'abord sinon. Si les civilisations simulées ne peuvent pas démarrer leur civilisation, ben, dès que nous créons notre simulation, on vient de prouver qu'on n'est pas simulé. Mais donc, Musk se contredit à pleines dents, là, parce que Musk est convaincu que nous allons créer notre simulation, puis il voit ça comme preuve que nous sommes simulés. Mais dès que nous créons une simulation, on vient de prouver qu'on n'est pas simulé. Mais ça, c'est l'hypothèse de non, là. Donc, Musk ne croit pas non, évidemment. Okay, donc, d'après Musk, si nous ne nous autodétruisons pas, nous allons créer nos simulations et donc, nous ne sommes pas simulés. Bon, ça, c'est dans le cas de non. Passons au cas oui. Passons au cas plus intéressant, oui, les civilisations peuvent créer leur propre simulation. À ce moment-là, le coût de l'environnement, on peut l'estimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne simulée qui a atteint lui-même le niveau CIV, donc chaque personne simulée qui a atteint le niveau CIV aura une puissance de calcul RCAL, pourra simuler RCAL cerveau récursif, mais va le faire avec une proportion FDL. En d'autres termes, pour être cohérent avec soi-même, le coût de simuler chaque individu, si on croit aux simulations récursives, si on y croit, le coût de simuler chaque individu, de simuler l'environnement d'un individu, est borné par le coût que cet individu-là combien lui va coûter dans ses propres simulations, pour faire ses propres simulations. Ici, vous allez voir que les paramètres vont s'annuler. En fait, si vous mettez que CEAMV est au moins égal à ça, bien, vous obtenez tout de suite que le nombre de simulés est plus que le nombre de réels, immédiatement. Juste à mettre cette formule-ci en haut, puis on arrive à NSIM plus qu'à NRE. Donc, il y a moins de simulés que de réels, contrairement à l'argument précédent. Mieux que ça, s'il y a seulement une petite fraction de la puissance de calcul qui est utilisée pour faire des simulations, bien, un argument que je n'ai pas le temps de vous faire, mais qui est assez intuitif, vous montrer que CEAMV en fait doit être beaucoup plus grand que ça. Et par conséquent, le nombre de simulés est beaucoup plus petit que le nombre de réels. Donc, on n'est probablement pas simulé. Et l'erreur fondamentale dans ce que je viens de vous raconter. L'erreur fondamentale, c'est que dans ce raisonnement-ci, je n'ai pas tenu compte conscience simulée de deuxième niveau. Jusqu'à maintenant, l'argument, ici, le NSIM, le NSIM dans cet argument-là, c'est le nombre de simulés au premier niveau. Nous, on est au niveau de base. Supposons qu'on est au niveau de base. Ensuite, il y a N réelles personnes au niveau de base, base reality. Il y a N sim qui sont simulés au premier niveau. Et je viens de vous montrer qu'il y a moins de gens simulés au premier niveau
que de gens au niveau de base. Mais ces gens-là, la raison pour laquelle il y en a moins, parce que ces gens-là eux-mêmes ont fait leur simulation. Donc, il y a plein d'autres personnes simulées en dessous. Je n'en ai pas tenu compte ici, il y a un problème. Il faut en tenir compte. Alors, pour en tenir compte, ce n'est pas très difficile. On ne fera pas le détail parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais si on veut tenir compte du deuxième et troisième, quatrième, cinquième niveau de simulation, bien, la formule qu'on a ici, la formule qu'on a déjà dérivée, elle fonctionne à tous les niveaux. On suppose que tout est comme co. C'est pareil partout. On a une hypothèse d'uniformité qui n'est peut-être pas raisonnable. Mais bon, une fois qu'on accepte cette formule-là qui vous dit il y a combien de simulés par rapport au réel, simulés au premier niveau par rapport au réel au niveau de base, bien, la même formule va vous dire il y a combien de simulés au deuxième niveau par rapport au simulé du premier niveau. En termes, la même formule fonctionne. Bien, si je fais la fraction, pas trop dur, mais la même formule va fonctionner pour le nombre de simulés au I. Le nombre de personnes au I plus unième niveau par rapport au I-ième niveau. C'est la même formule. N0 étant les personnes réelles, le nombre de personnes réelles. Et donc, on va observer F-pop. Et donc, ce n'est pas trop dur de voir que NI, c'est N0 fois une exponentielle de F-pop. Donc, à chaque niveau, le nombre de personnes au niveau I, c'est le nombre de personnes au niveau de base, fois F-pop puissance I. Maintenant, il reste juste à estimer F-pop, qui est donné par la formule qui est ici. Il faut estimer ça maintenant. Mais avant ça, si on continue la formule, donc on vient de voir ça, le nombre de personnes au niveau I, c'est ça. OK, donc le nombre total de personnes, c'est la somme du nombre de personnes à tous les niveaux. Puis là, j'ai arrêté à I plutôt qu'à l'infini parce qu'à un moment donné, ça va, il n'y a pas moyen d'aller jusqu'à l'infini. Mais I, c'est arbitrairement le nombre maximum de niveaux. Mais de toute façon, je vais faire que c'est plus petit ou égal à si c'est une somme infinie. Et si c'est plus petit. Et si c'est une somme infinie, ça donnerait ça. Pas trop difficile de faire une sommation géométrique. Donc, le nombre total est donné par cette formule-ci. Et maintenant, le nombre simulé, c'est le nombre premier niveau sur le nombre total. Bien, ça donne un moins F-pop. Bien, plus grand qu'un moins F-pop. Et donc, la conclusion, c'est le nombre simulé est plus petit que F-pop. On n'a pas encore estimé F-pop. Mais ce qu'on vient de montrer, c'est que le nombre de simulés au total, tous les niveaux, c'est ça qu'on n'avait pas fait tantôt. On compte tous les simulés de tous les niveaux, puis tous ensemble, leur nombre est plus petit que F-pop. Bien, leur proportion par rapport au niveau de base. Plus petit que F-pop. Puis F-pop, c'est cette formule-là. Mais ça, c'est la formule qu'on a étudiée tantôt. C'est la formule de tantôt qu'on a argumenté que c'est petit. Bien, que c'est grand. Enfin, celle qu'on a argumenté que c'est petit. Exactement. On a argumenté que ça c'est très petit parce que à cause de Céanf. À cause de Céanf, on a argumenté que c'est petit. En fait, si on va aller un peu plus loin, on va rajouter juste deux paramètres. On n'a pas argumenté que c'est petit. On a argumenté que c'est à peu près 1. On n'a pas argumenté que c'est petit, je pense. On a argumenté que c'est moyennement gros, là, de l'ordre de 1. F-sim, oui, effectivement. On a argumenté que non, la fraction simulée est petite. Non, elle est grande. Tu as raison. Non, on a argumenté que F-sim est proche de 1, effectivement. Merci. Vous voulez dire qu'on est probablement, nous, pas simulés. Non. On a argumenté que F-sim est petit. On parlait de F-pop, il me semble. Le F-pop, c'était 1 plus CN, là, puis CN, ça correspond un peu à ce que c'est sur la ligne en haut. Là. Fois F-dead, puis l'efficacité. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, F-dead, on l'avait déjà vu, on va s'ajouter un paramètre, l'efficacité de calcul d'une simulation. Voulant dire que si je veux simuler une étape de calcul, ça prend combien d'étapes? J'ai besoin de combien d'étapes de vrai calcul pour simuler une étape de calcul? Okay. Si on ajoute ça à nos formules, ça va nous donner au bout de la ligne que F-sim, qu'on a déjà vu qui est plus petit que F-pop, puis on va voir que c'est plus petit que F-dead fois FF. Donc, c'est petit. Je suis désolé, c'est petit. Donc, F-sim va être borné par F-dead fois FF. Puis le F-dead, encore une fois, quelle est la proportion de calcul utilisée pour faire des simulations? C'est assez raisonnable de penser que ce sera quand même pas... Les gens ne vont pas passer tout leur calcul à simuler. Probablement, peut-être que oui, là, on ne sait pas. Mais c'est raisonnable de penser que F-dead n'est quand même pas si gros que ça. Ouais, disons, plus qu'un demi en tout cas. Si F-dead est plus grand qu'un demi, les gens passent plus de calculs à simuler des consciences qu'à faire d'autres sortes de calculs. C'est peu probable. Possible, peu probable. Donc, on va dire que F-dead est quand même probablement plus petit qu'un demi. L'efficacité d'une simulation, ce serait très surprenant qu'on puisse simuler, ça aussi, on ne sait pas, mais pouvoir simuler une opération logique avec seulement une opération physique, peu probable. Donc, FF est vraiment assez petit aussi. Tout ça pour dire que, mais vous avez vu que tous les paramètres sont tous annulés. J'avais un numérateur et dénominateur, tout est annulé. Contrairement à Drake, il ne peut pas faire ça, lui. Mais au bout de la ligne,
j'en arrive que la fraction de personnes simulées est bornée par seulement le poids de deux paramètres qu'on ne connaît pas, mais pour lesquels c'est parfaitement raisonnable de penser que les deux sont petits, et donc la fraction de personnes simulées est petite. Et encore une fois, l'erreur de l'argument de Bostrom et de Musk, c'était de ne pas tenir compte du coût, de ne pas tenir compte d'une part du fait que les créatures simulées vont créer leur propre simulation, que ces simulations-là faites par les simulés vont demander beaucoup de puissance de calcul. Puis cette puissance de calcul, à la fin, elle va remonter. Finalement, c'est le niveau réel qui va payer ce calcul-là. Puis à un moment donné, il n'y a plus de puissance de calcul pour le faire. Et c'est ça qui va empêcher de créer autant de simulations qu'on pourrait penser qu'on peut faire. Très bien. Je vais prendre quand même quelques minutes pour vous parler des conséquences. Alors, les conséquences. Donc là, je viens d'argumenter que c'est raisonnable de penser qu'on est possible. Maintenant, supposons qu'on est simulé juste pour le fun. Alors, si on est simulé, le paradoxe fermé, je n'ai pas le temps d'en parler. Là, bon, la partie qui va m'intéresser, c'est si on est simulé, ben, pourquoi ils nous simulent ces gens-là? Probablement qu'il y a plusieurs raisons possibles. C'est peut-être pour faire des études sociologiques. C'est peut-être pour se projeter dans notre monde pour faire du tourisme exotique. Eux, ils habitent dans une civilisation qui est tellement évoluée par rapport à nous, puis ils aimeraient ça savoir de quoi ça a l'air la vie primitive. Alors, ils créent une civilisation qui nous ressemble, puis ils se projettent dedans. Enfin, quelle que soit la raison, probablement que ceux qui nous ont simulés, ce n'est pas uniquement dans le but de nous laisser aller puis débrouillez-vous avec vos troubles. Probablement qu'ils veulent nous observer d'une façon ou d'une autre. Et la question, c'est est-ce que nous pouvons nous protéger contre nos créateurs qui veulent nous observer? Est-ce qu'on peut avoir une vie privée, finalement? Parce que, après tout, si vous me connaissez, la protection de la vie privée, c'est mon principal combat. Bon, alors, est-ce que c'est un combat qui est perdu d'avance? Dans notre société, bien, les gens disent oui. Mais si, en fait, on est simulé, est-ce que notre vie privée, a quelque sens que ce soit, si on veut se protéger de nos créateurs? Peut-être que ça ne nous dérange pas, mais si ça nous dérange, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'on peut protéger notre vie privée de nos créateurs? À première vue, non, parce que nos créateurs, ils voient tout ce qui se passe. Là. Ils ont un contrôle complet de tout ce qui se passe. Mais si le monde est réellement quantique, pas seulement le monde simulé où nous sommes, mais le vrai monde, c'est la théorie quantique est une théorie qui est correcte au niveau de la réalité de base. Nos créateurs sont peut-être très forts technologiquement, mais ils sont quand même sujets à la théorie quantique. Ils sont quand même soumis à la théorie quantique. Et par conséquent, on peut espérer, nous, pouvoir faire des choses que la théorie quantique interdit d'espionner. Et ça s'appelle, en fait, la cryptographie quantique. Donc, on pourrait espérer que par cryptographie quantique, on peut se protéger de nos créateurs. Je n'explique pas ce que c'est, je vais vous dire que c'est une façon de coder l'information qui est démontrée invulnérable, quelle que soit la puissance de calcul et la technologie de l'espion. L'espion, en l'occurrence, étant le créateur. Donc, est-ce qu'on peut se protéger par cryptographie quantique? Pas vraiment, parce que, quelque part, si deux personnes veulent communiquer, par cryptographie quantique, ils vont pouvoir se créer une clé secrète entre eux, l'utiliser pour communiquer secrètement, mais secrètement de leur monde à eux. Parce que c'est seulement secret en autant que la clé reste secrète, mais la clé est dans leur tête. Donc, à moins qu'on croie que le cerveau est purement quantique, comme croit Penrose, nous, on ne croit pas à ça, mais donc, dès que le cerveau est vraiment quelque chose de macroscopique et classique, nos créateurs peuvent seulement analyser notre cerveau pour savoir c'est quoi la clé qu'on a créée et on a perdu notre confidentialité. Donc, la seule façon d'y arriver, ce serait de créer nous-mêmes une simulation quantique dans laquelle on pourrait se projeter et que cette simulation quantique serait protégée par la cryptographie quantique. Donc, il y a des protocoles qui existent pour faire ce genre de choses-là, pas pour nous projeter dedans, là, mais pour faire des protections de calcul quantique. Il y a toute une discipline qui est là-dedans. Donc, on pourrait espérer, on ne peut pas échapper à nos créateurs tels que nous sommes, mais on pourrait créer une simulation dans laquelle nous pourrions nous-mêmes nous projeter notre propre conscience là-dedans, et qu'une fois projeté là-dedans, on serait protégé. Bon, l'ennui, c'est que nos créateurs sont à l'affût. Puis, ils pourraient... nous, on veut se protéger en créant un circuit qui est protégé par la crypto quantique, mais nos simulateurs nous verraient venir et puis ils remplaceraient, sans qu'on s'en rende compte, le circuit qu'on veut construire par un de leurs circuits à eux qui ne serait pas protégé. Donc, pour l'instant, notre conclusion, c'est qu'il n'y a rien à faire. Désolé. On n'a pas trouvé de façon raisonnable de se protéger contre nos simulateurs. Si vous avez des idées, ça nous intéresse. Je ne voudrais pas dire que c'est un théorème qu'il n'y a rien à faire, mais
mais on n'a pas trouvé. Voilà. Donc, comme je dis, ça a été... c'est libre accès. Donc, vous pouvez aller chercher libre accès sur les proceedings de la Société royale. Merci. Oui, il y a des questions, des réflexions? Moi, je me demandais, Gilles, une question naïve. Ouais. En fait, le paramètre qui m'intéressait, c'est le C11, le C environnement. Parce que, par exemple, supposons que les êtres simulés veulent tous se rencontrer, en fait. Imagine que leurs contacts sont un graphe complet. Mais à ce moment-là, déjà, tu as une borne énorme, parce que là, ça croît traitement, les contacts. Les arrêts de graphe complet, ça croît de façon exponentielle très rapidement avec le nombre de sommets. Donc, tu n'as pas déjà là une borne. Mais non. Le graphe complet a un nombre d'arrêts qui est quadratique dans le nombre de sommets, pas exponentiel. Ah oui, c'est très bien, c'est local. Nonobstant l'avertissement du début que ce n'est pas le film de Matrice, j'aimerais quand même mentionner le film Inception. L'idée des récursions où on compense par le changement à l'échelle de temps. C'est exact. C'est exact qu'on pourrait essayer de contourner ce que j'ai dit en faisant des simulations de plus en plus lentes. Une simulation plus lente, on peut simuler le même nombre de cerveaux avec moins d'énergie en ayant plus lentement. Le problème, c'est que, a priori, il faut quand même se demander ça sert à quoi faire les simulations. C'est intéressant si on fait une simulation qui nous permet de prédire quelque chose, donc la simulation va aller plus vite que la vraie vie. Donc, par exemple, si on simule le climat pour savoir s'il va pleuvoir demain, mais on va simuler plus vite que la vraie vie. Faire une simulation d'individus qui, eux, évolueraient plus lentement que nous, bon, à part de pouvoir disséquer tranquillement ce qui se passe, ça semble de moins d'utilité. Mais c'est vrai que là, mon argument tenait pas compte de ça. Je ne sais pas si Alex a une meilleure chose à dire. Ceci, c'est dans l'article. Puis le principe, c'est que indépendamment de quelle vitesse ça roule, une fois qu'on intègre sur le temps, l'échelle de temps sur laquelle on simule puis à quelle vitesse on le fait ne change rien. Si on utilise la même puissance de calcul, de simuler plus de gens plus lentement ou moins de gens plus rapidement, intégré sur le temps, ça donne la même proportion de conscience simulée versus conscience réelle. Puis il y a un autre argument dans le papier où, évidemment, ces choses-là imbriquées les unes dans les autres, si les choses vont de plus en plus lentement, plus profondément on est là, dans la simulation, bien, il y a un problème aussi, parce que, disons que dans votre vie, il s'écoule 100 ans, OK? Puis que là, il s'écoule 500 ans au prochain niveau et ainsi de suite, exponentiellement là, en montant jusqu'au niveau de base. Mais la probabilité que quelque chose interrompe la simulation à un de ces niveaux supérieurs-là, que quelqu'un s'accroche dans le fil ou qu'il y a une guerre ou qu'il se tanne de la simuler puis qu'il turn off, et finit par être extrêmement grande là, sur les millions d'années qui se passent dans le niveau plus élevé. Oui. D'avoir une simulation continue sur l'espace de temps là, que ça prend à un individu pour vivre sa vie, ça ne se peut plus non plus. Oui, c'est ça. Effectivement, évidemment, plus on est bas dans la simulation, plus le niveau de récursivité est grand, plus que le risque qu'on disparaisse parce que quelqu'un s'accroche dans un fil à un niveau supérieur quel qu'il soit est grand. Donc, la durée de vie d'une simulation, la durée de vie d'un être simulé profond risque de ne pas être très grande, ne serait-ce que par des maladresses. Mais ça me fait penser à on peut se demander, à partir du moment où on se dit qu'il n'y a rien à faire pour se protéger contre nos simulateurs, je pense que la conclusion, c'est essayons d'être le plus divertissant possible pour qu'ils aient envie de nous continuer. Au contraire, si on essaie trop de les contrer, ils vont juste zapper le programme, passer au suivant. Donc, la seule chose qu'on peut faire finalement pour se protéger, ce n'est pas contre l'indiscrétion, c'est se protéger pour continuer de survivre en étant divertissant. Bon, malheureusement, en ce moment, on est divertissant en faisant la guerre, mais essayons de trouver une meilleure façon d'être divertissant. On cherche une raison pourquoi simuler. Mais tu te souviens, dans le film La Matrice, le gars qui trahit, il dit, moi, j'ai envie de déguster un steak. Absolument, oui. Je veux que ça soit programmé, puis quand je vais manger mon morceau de plastique, me goûter du steak. Peut-être qu'à un moment donné, c'est juste que la recherche du plaisir de se dire, effectivement, quelque part, là, j'ai dit, c'est pas réjouissant qu'il faut choisir entre être simulé et s'autodétruire. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais d'être simulé? On peut aussi se dire, c'est correct, c'est comme ça n'a pas de problème.
ou on peut se rebeller. Ça, c'est une question de goût personnel. En fait, je reviens sur ma question, Oui. je vais la préciser. Oui. Donc, en fait, si tu veux, je reviens toujours sur C11. Oui. C'est parce qu'il est assez difficile à juger. Oui. Parce que c'est le seul paramètre que je trouve un petit peu difficile à juger. D'accord. Alors, par exemple, si tu simules un univers, d'accord? Oui. Bon, donc, tu dois simuler l'environnement. Donc là, effectivement, c'est n carré, mais si tu veux distinguer les environnements, là, c'est des isomorphismes de graphes. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un problème exponentiel. Non, je pense que j'avais dit ça, que on ouais, pourrait économiser sur la simulation d'environnement en ayant le même environnement qui sert à pleine conscience. Et donc, on pourrait intégrer, diviser le coût de cet environnement par le nombre de personnes à qui ça va servir. Mais si chaque individu crée ses propres simulations, c'est là que chacun doit payer. C'est exactement ce que je veux dire. C'est ça parce que c'est absolument essentiel si tu veux simuler. Oui. Essentiel de pouvoir distinguer les environnements. Puis là, c'est exponentiel en fonction du nombre de. Oui. De conscience simulée. Effectivement. Là, ici, on suppose que chaque individu crée sa simulation à lui, indépendante des autres. Exactement. C'est exact. Oui. C'est une question très valide. Donc, le simulateur, est-ce qu'il partagerait avec nous des lois de la physique? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le simulateur pourrait, et ça revient à la question, ça sert à quoi faire des simulations? Ça peut être, comme j'ai dit, pour faire du tourisme exotique, mais ça pourrait aussi être pour pouvoir se projeter dans un monde où on peut voler en battant des bras. Donc, on pourrait aussi considérer que c'est beaucoup plus probable que les simulations qui sont créées ont une physique différente de la vraie physique. Mais ça ne change pas vraiment l'argument, sauf pour l'aspect que est-ce que le vrai monde est quantique ou pas? Mais à part ça, même si les lois de la physique sont différentes dans les mondes simulés, ce qui va rester, si on suppose supposons que nous sommes dans la réalité de base, supposons ça pour l'instant, et supposons que les calculs de Settler sont corrects par rapport à l'ultime limite du calcul, bien, on aura beau donner les lois de la physique qu'on veut à nos simulations et eux à leurs simulations et récursivement, quelque part, en bout de la ligne, c'est nous qui allons payer tous les calculs. Une limite réelle au nombre de calculs qu'on peut payer. Et le nombre de créatures simulées va dépendre de cette puissance de calcul au niveau de base, qui, elle, ne dépend pas des lois de la physique au niveau simulé. Mais la question est très pertinente. Il n'y a aucune raison de croire que si nous sommes simulés, il n'y a aucune raison de croire que les lois de la physique, la vraie physique, sont celles que nous percevons. C'est un très bon point. OK, oui. Ça me fait penser, j'ai suivi un cours avec André Joyal, puis il me disait, bon, est-ce qu'on crée les mathématiques ou on les découvre? C'est une question. Découvrir ou inventer, on connaît le parade. Non. Pour moi, c'est clair qu'on les crée parce qu'il n'y a pas une mathématique universelle. Il y a plusieurs mathématiques complètement différentes. Chacune est totalement cohérente, mais qui sont incompatibles. C'est la différence entre les informaticiens et les mathématiciens. Nous, les mathématiciens, on est toujours convaincus qu'on découvre. Oui. Ouais, c'est généralement ce qui nous drive, en fait. Vous découvrez ce qui est déjà là. Oui, c'est on a cette conviction, c'est ça qui nous donne le sentiment de faire des choses importantes, de découvrir et non pas juste d'inventer des algorithmes, des trucs complètement farfelus qui serviront peut-être à rien. D'autres questions? OK, bon, merci beaucoup, Gilles. Adil avait une question. Adil avait levé la main, je ne sais pas. Ah, pardon, Adil, oui, excuse-moi. Question semblable à la dernière. Qu'est-ce que la conscience? Comment sait-on que les personnes qui se trouvent dans les univers simulés sont conscientes? Comment savons-nous que nous sommes conscients? Oui. Non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je dis, c'est que je parle de créer des consciences, je parle de créer des individus qui se croient réels et qui ont une conscience individuelle sans savoir ce que veut dire la conscience, ne sachant pas ce que veut dire la conscience dans mon cas non plus. Mais c'est le même genre d'inconnu. Donc, ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais je n'ai pas de réponse. C'est quoi la conscience? Si j'en avais une, la conférence serait sur un sujet différent. Merci beaucoup, Gilles.